moissons, des moissons. Ma patience prolifère, de la province à l'horizon, reviens dans ton repère. Mon vieux mollusque m'a des raisons, comme une fleur petite qui jamais ne se fanerait. Ta petite veuve anamite t'attend encore, Jostan Murray. J'écoute monotone le bruit de l'acier et du fer. Les vagues d'assaut résonnent entre le village et la mer. Le casino en ruine frappe le stupeur l'environ. Les canons dans les ruines fument l'opium des moissons. Des moissons. De croupiers agonisent, frappés à mort par deux harpons. Des mouettes vocalisent le programme de l'opéra de Saigon. Ça compte beaucoup pour vous, cette chanson. Elle est importante dans votre œuvre. Oui. Pour quelle raison? Parce que elle est venue très tôt dans ce que Julien a fait. Et elle a, si vous voulez, elle est importante, très importante pour moi, pour lui, pour nous, je veux dire, parce que c'était, dès le début, on annonçait qu'on ne se considérait pas comme une entreprise d'abrutissement. Oui. Et qu'on allait raconter des choses, sûrement. C'est une chanson qui correspond au 3e, je crois, 45 tours. Donc, on peut dire tout au début. Et c'est une chanson qui, pour moi, devait supposer des résistances. Oui. De la part de tous les gens qui étaient autour de nous, je crois. Et dans la mesure où on allait au-devant de ça, dans la mesure où Julien allait au-devant de ça, c'était pour moi c'était la garantie d'un futur. Peut-être pas, mais celui-là. C'est-à-dire que Julien, c'était ça. Et c'est pour ça que c'est important. Il y a dans toutes les chansons, il y a beaucoup de Jostan Murray c'est peut-être celle où c'est le plus avoué. Je veux dire, il y a une vision de la vie, il y a une vision, presque toutes les valeurs sont dedans. Vision de l'enfance, vision du non-renoncement à certaines choses qu'on a cru valables et qu'on ne croit plus valables au fur et à mesure où on vieillit. Et je veux dire, refus de la vieillesse au sens altération de la pensée, pas altération des cellules, mais altération de la pensée. Je veux dire, refus par des idées reçues, parce que c'est facile de dire ça, mais refus de faire mode. Dans cette affaire-là, je pense que c'est un tout, je veux dire, c'est ni une musique, ni un texte, ni une gueule séparée, je veux dire, je pense que c'est un tout, c'est ça, je veux dire, je pense qu'on s'est trouvé, on a eu une grande chance, chacun, mais si on le prend lui seulement de son côté, je le répète, je pense que c'est le plus grand auteur de sa génération, et puis on se rendra compte le jour où ça rentrera, parce que malheureusement un jour sans doute, ça rentrera dans le domaine, je veux dire, les gens l'auront dans l'oreille, cette forme d'écriture, jusqu'au jour où il y aura un canard boiteux qui arrivera avec quelque chose de complètement différent, et puis ça passera dans le domaine, sinon du classique, je veux dire, mais ça passera dans le domaine de l'accepter, je veux dire. Mais il y a des filiations. Il est l'héritier d'autres chanteurs, n'est-ce pas? Vous voyez quelle influence, vous surtout, ou d'autres poètes? Je sais pas, je veux dire, bon, il y a dans la chanson, dans les poètes de la chanson, il est sûr que
je veux dire Ferré, bon, c'est sûr ça. Et Saint-Brassens non plus. Et Brassens? Sans Brassens, peut-être que Rodagil ne chanterait. Oh oui, mais enfin sans Brassens, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui chanteraient pas sans Brassens, puis sans Brel. Puis Brassens dit lui-même qu'il chanterait pas sans Trenet. Mais il appartient donc à l'histoire. Oui, bien sûr. Et puis sinon, si on s'enfonce dans la poésie, je veux dire, si on va chercher un peu plus, sans doute que, je veux dire, il y a sûrement des côtés rimbaldiens, puis surtout baudelairiens parfois. Mais vous savez, moi, c'est des questions que je me pose pas. Alors lui, je pense qu'il a résolu le problème en disant qu'il était un jour, en disant ça à Daniel Eman d'ailleurs, qu'il était l'héritier des poètes hermétiques espagnols. Oui. Il a résolu le problème de façon drôle et puis sans doute vraie, je ne sais pas. Vous travaillez beaucoup? Moi, je travaille beaucoup, oui. Comment vous travaillez? Ben, je travaille, je m'assois à mon bureau, je lis, je continue à écrire beaucoup. Et bon, alors soit j'écris, je mène plusieurs trucs de front, alors je fais 33 tours par an pour Julien, alors je sais que j'ai à faire ça, alors je le fais, voilà, bon. Je fais 33 tours par an pour Morte maintenant, je le fais, bon, et au milieu de tout ça, bon, j'écris, je lis, il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres, alors j'approfondis, j'ai le temps, j'ai la chance de pouvoir, donc je fais un petit travail de rond de cuir, voilà. Et le livre, vous allez le lire tout seul, il va sortir un jour? Oui, il va sortir. Il est prêt? C'est jamais prêt, et même quand il sortira, ce ne sera pas prêt. Mais oui, ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Ce sera un développement, justement. On y retrouvera des thèmes qui sont dans les chansons. Ce sera un roman? Ce sera un récit. Un récit sur... ce sera le journal d'une brigade, justement. D'une brigade mère. Celle-là, je crois que c'était en Do, mais je suis pas certain. Oui, c'était en Do mineur. Et après, j'ai plus. Je sais plus. Je sais plus, franchement. Souvent, je me souviens du début comme ça. Mais je sais pratiquement. Disons que les trois quarts, je les ai vraiment oubliés. Oui, et pour moi, c'est nécessaire de les oublier. C'est avec cette chanson que votre collaboration a commencé, et puis que cette sorte de miracle est né. Cette rencontre d'un poète et d'un... C'est ça, parce que finalement, on s'est jamais trop parlé. Je veux dire, on parle jamais trop des chansons. Ça se passe toujours comme ça, je veux dire. Alors, soit je fais des musiques, et puis il l'amène, parce que... Et encore, maintenant, il s'est acheté une mini-cassette, mais il y a une époque où il n'en avait pas. Alors, bon, je les lui file comme ça. Et soit il m'apporte des textes et puis je fais la musique dessus. Mais par exemple, pour le prochain 30 qui va suivre, là, comme il avait été intéressé parce qu'il trouvait qu'il y avait une unité de musique, il m'a dit on va faire un truc qu'on n'a jamais fait. J'ai envie de faire toutes les chansons sur les musiques et je lui ai dit que je voulais pas moi que c'est une erreur parce que quand il m'apporte un texte, moi c'est un son musical nouveau. Il est bien évident parce que les textes, moi, que généralement la première lecture je le parcours vraiment, je le survole. Jusqu'au moment de trouver l'endroit qui va être le biais de départ. Bon, par exemple. Alors, c'est différent. Ça, c'est une expérience vraiment intéressante, hein, à chaque fois renouvelée. Bon, par exemple, mettons... Yann et les dauphins, mettons. Mm-hmm. Yann et les dauphins, c'est uniquement le début qui m'a mis sur la voie. C'est-à-dire... Savez-vous ce que raconte, etc. Alors, il me fallait... Voilà, c'est uniquement parti de ça. Ça, je m'en souviens parce que je le fais en scène, ça. C'est le seul truc que je fais en scène, d'ailleurs, sur cette chanson. Comme une sirène dans la brume. Voilà, c'est ça. Ça, c'était le début. Pour cette chanson-là. Bon, par exemple, truc différent, pour Poisson mort, mettons. Le biais, ça a été quand j'ai trouvé les tibidibidi. Parce que c'était ça. Je veux dire, Oui, j'ai fait ça. Disons que j'ai fait le début comme ça.
fallait que je trouvais. Ça, c'est le truc qui fait partir. Mais enfin, je veux dire, c'est. Moi, j'ai un grand besoin d'avoir les textes. Je veux dire, je fais des musiques dans mon coin comme ça, mais j'ai un grand besoin d'avoir les textes. De ce support, de ce... Oui, parce que ça m'apporte un son nouveau. Et ça, pour beaucoup de chansons. Alors, Bleu Cœur Volcan, c'est un des rares textes que j'ai pas fait tout de suite. Il y a 2 textes que j'ai pas fait tout de suite, que j'ai gardé très longtemps dans mon sac, parce que je pensais que j'y arriverais pas, à vrai dire, au début. Et que, comme j'ai de la mauvaise foi, généralement, dans ces cas, je dis que c'est des textes infaisables, je veux dire, inchantables. Bon. Alors, Le Cœur Volcan, j'ai gardé très longtemps, et il a fallu que j'aille en Argentine, que je découvre un peu le tango en Argentine. Et là, en revenant, il y a un déclic, et à la limite une escroquerie d'ailleurs. Je me suis dit, ce texte dont je sais pas quoi faire, peut-être que si j'en faisais un tango, ça serait marrant. Mais il est très réussi, ce tango. Puis oui, alors, je l'ai ressorti 3 mois après, le texte, que j'avais presque oublié. Et là, je l'ai fait en 5 minutes. Vous nous le faites, là? Vous voyez, par exemple. Mais à partir du moment où, moi, je suis très primaire, je veux dire, dans ces cas-là, je veux dire, je suis très primaire. À partir du moment où j'ai le mot tango dans la tête, j'ai tout de suite un truc qui se dessine. Oui. Je veux dire, hein, ça va. N'importe quoi. Alors après, une fois que j'ai ce début-là, que je sais que je vais faire un tango, après c'est beaucoup plus simple. C'est comme quand il m'a apporté Rollo le baroudeur, je me suis dit je vais faire une musique exotique, obligatoire. Je veux dire, là-dessus. Donc c'est plus simple. Ouais, donc c'est plus simple. C'était plus simple pour moi quand je sais que je vais faire une musique comme ça. Mais Étienne vous entraîne quand même dans son monde, hein? Ouais, absolument. C'est lui le moteur. C'est-à-dire que je pense que, vous savez, je veux dire, tout ça, je pense que c'est assez imbriqué, je veux dire. Au niveau des idées, disons, de ce qui est dit. Absolument, absolument. Au niveau des idées, moi, jamais je me permets, d'ailleurs, j'en suis bien capable de donner une idée, je veux dire, de donner une idée de chanson. Je sais que certains chanteurs le font, et quand ils vont leur parler, ils disent, tiens, dis donc, si on faisait une chanson sur tel truc. Moi, je suis absolument incapable de ça. Je veux dire, puis jamais je me permettrais de dire si on faisait une chanson sur tel truc, parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est que je découvre, moi, à chaque fois. Alors, je vais pas lui donner des idées de chansons. C'était une petite musique qui leur réchauffait les tripes, un petit frisson d'harpe celtique qui les rendait nostalgiques. Elle la chantait sans histoire, je la voyais sans y croire, et ses cheveux flous au fond du bar faisaient une tache rouge dans le noir. Je ne sais plus les paroles de cet air de casserole, cet air dont il raffole. Quand on dérive, je ne sais plus les paroles de cet air de casserole, cet air dont il raffole. C'était comme des mots magiques dans une langue désespérée. Il était question de chiens et d'anglais et d'un grand ciel labouré. On dit qu'ils sont catholiques, courageux et alcooliques, mais leurs enfants, même les tout petits, savent se servir d'un fusil. Je ne sais plus les paroles de cet air de casserole, cet air dont il raffole. Quand on dérive, je ne sais plus les paroles de cet air de casserole, cet air dont il raffole. Un vieux refrain gaélique, chanson à boire qui a mal tourné, comme une prière naufragée. Elle la chantait sans histoire, je la voyais sans y croire, et ses cheveux flous au fond du bar faisaient une tache rouge dans le noir. Je ne sais plus les paroles de cet air de casserole,
cet air dont il raffole. Prétendant des rires, je ne sais plus les paroles de cet air de casserole, cet air dont il raffole. Prétendant des rires, L'Irlande, avec Londonderry, c'était quelque chose de prémonitoire. Non, je crois que c'est évident. Je crois que les Irlandais, comme les Espagnols, ont la liberté dans les veines, quoi, et que ils en ont des visions différentes, ou simplement, je crois qu'ils aiment la vie pour la lutte et la lutte pour la vie, quoi. Je crois qu'ils sont comme ça, et ils seront toujours comme ça. Alors c'est là que vous travaillez, c'est votre tanière. Oui, c'est pas vraiment ma tanière, enfin c'est le bureau, quoi. Et comment travaillez-vous? Comment ça se passe? Simplement, je viens là le matin, j'allume mon feu. Alors je regarde le feu pendant une bonne heure. Et puis après je m'assois, puis j'écris, ou je lis, ça. Il n'y a pas d'emploi du temps. Et l'élément musique alors? L'élément musique, quand il y a une musique, soit j'écris le truc, alors j'écris, après une fois que j'ai écrit, je dactylographie péniblement, avec un instrument là, mécanique, et je donne la chose à l'artiste qui transforme ça en chanson, enfin qui aboutit la chose, ou l'inverse se passe parfois. Alors j'ai une bande et je mets des mots. Alors, voilà. Le truc. Voilà. Ça, c'est le radeau de pierre, vous avez reconnu, je crois. Bien sûr. On est frappé quand on lit vos textes par cette espèce de saoulerie que provoquent peut-être un peu les mots en vous. Vous aimez les mots, hein, vous vous engorgez. Oui. Quels sont les mots qui vous enchantent? Bah, tous les mots que vous connaissez, je veux dire. Mais je vois ce que vous voulez dire. Alors, ça, c'est un abus, mais c'est un abus voulu. Je veux dire, c'est... actuellement, maintenant, je crois qu'il va falloir... On va de plus en plus se retirer et donner dans plus de sobriété. Dans l'univers d'immondice dans lequel la chanson se promenait, je veux dire, si vous portez à 67, il était important de réconcilier la grandiloquence lyrique et la chanson française. Ce lyrisme grandiloquent, bien sûr, eh bien, là, j'avoue, je l'ai travaillé, même artificiellement, parce que finalement, il y a beaucoup d'artifices dans la chanson. Et bien sûr, les mots, l'exotisme. Et finalement, bon, ceux qui n'aimaient pas ce qu'on faisait à l'époque, ce que faisait Julien à l'époque, qui disait que c'était de l'exotisme de pacotille, de la grandiloquence, etc., et des rodos machin, le font tous maintenant. Écoutez la radio. Et je veux dire, c'est pourquoi d'ailleurs on va arrêter. Mais bien sûr, le mot c'était important. Parce qu'encore une fois, je crois qu'il fallait éblouir les enfants. Je dis bien éblouir. Il fallait éblouir les enfants avec un univers qui n'était pas strictement original. C'est pas à nous. Enfin, les mots ne sont pas à nous. Mais leur emploi non plus. Mais je veux dire, à partir de la voix de Julien, là, ça prenait une véritable grandeur. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux, je veux dire. Mais au moins faire sérieusement ce qu'on fait, comme je vous disais l'autre fois. Et je veux dire, on l'a fait sérieusement. Et Julien a porté ça très loin, je veux dire. Et il y a mis sa sensibilité qui, elle, n'était pas livresque. Et moi, je pense pas non plus que les mots l'étaient. Je veux dire, les mots sont dans les livres, je veux dire, mais c'est pas pour ça qu'ils sont communs. Et il y a des mots sur les cartes de géographie aussi qui vous vont C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, ça, cet exotisme, c'était... Les gens malveillants y ont vu un exotisme, disons, facile. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est plus de la provocation au rêve, mais acharnée, de la provocation à l'oubli du réel subi dont je vous parlais tout à l'heure, à une incitation à une vie différente, à un paysage. Je veux dire, si ça développe, si des mots
qui ont 12, 15 ans, écoutent du Julien, et s'ils tombent un jour par hasard, vous parliez de Rimbaud tout à l'heure, s'ils tombent un jour par hasard sur du Rimbaud, je suis sûr qu'ils iront tout Rimbaud, et que là, ils décolleront. Et je veux dire, ça sera pas une petite gloire, et pas une petite réussite. Daniel Eman, alors pourquoi avez-vous choisi d'écrire un ouvrage sur Julien Clerc? Parce que c'était d'une certaine évidence, parce que Julien Clerc est un des rares personnages qui est, comme on dit, explosé dans le monde de la chanson en France ces dernières années, et que ce qui est peut-être encore plus rare, c'est qu'il le mérite. Il a à la fois une personnalité, une voix, il est un personnage, et ce qu'il dit, ce n'est pas lui qui l'écrit, mais on dirait vraiment que c'est lui qui l'a fait. Et c'est un phénomène assez rare et assez important dans la chanson. Il y a une adéquation complète de ce qu'il est avec ce qu'il dit. Mais ce n'est pas lui qui l'écrit. Comme vous le savez, c'est Étienne Roda-Gil et Maurice Vallée qui écrivent ces textes. Alors Étienne Roda-Gil, qu'est-ce qu'il représente dans le monde de la chanson? Qu'est-ce qu'il apporte? Ah, il apporte beaucoup. Il apporte un grand vent baroque et lyrique qui manquait singulièrement, je trouve, dans la chanson française. Et je crois que ce qui caractérise Étienne Roda-Gil, ce qui le singularise, c'est qu'il a un langage poétique, un langage très personnel, et qu'il arrive à transmettre ce langage à des interprètes. Et que les interprètes, que ce soit Julien Clerc, que ce soit Mort Schumann, qui chantent ces mots, arrivent à ne pas eux-mêmes perdre leur personnalité. C'est un phénomène très rare et je crois assez important. Mais je pensais aussi à ceux qui consomment ces chansons. Oui. Les jeunes filles entre 13 et 18 ans qui écoutent Julien Clerc. Est-ce que vous avez la conviction qu'elles perçoivent la poésie de Julien Clerc, de Roda-Gil? Elles la perçoivent, qu'elles comprennent tout. Ça n'est pas certain. Mais la poésie n'est pas faite pour être comprise au mot à mot. Elle est faite pour être reçue. Je veux dire, le vent qui passe, le souffle qui passe dans certains des textes d'Étienne, elles le reçoivent, elles le perçoivent. Elles ne font pas une analyse thématique des chansons, mais elles voient un personnage qui leur plaît, qu'elles ont adopté et qui dit des choses, et qui dit des textes qui, excusez-moi, sont vraiment beaucoup moins débiles que la plupart des textes des chansons en ce moment. Je vous excuse. Merci. Mais ce sont des textes difficiles. Pas tous. Ce sont des textes, disons, des textes d'images, des textes qui font naître des atmosphères, naître des images, des textes évidemment lyriques, mais qu'il faut prendre dans leur ensemble. Une chanson, c'est un petit drame en 3 minutes, 3 refrains et un couplet. Ce drame, on le reçoit globalement. Alors, je ne pense pas vraiment que l'auditoire de Julien Clerc va dire « Et là, qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement ?» Non. Ils aiment la chanson, ils sont emportés par le texte, par la mélodie et par la personnalité de Julien, et ils aiment Julien et par conséquent ils aiment Étienne. Ce n'est qu'un radeau, ma belle, l'amour que vous avez pour moi. C'est un radeau de pierre, et vous savez qu'il sombrera. J'aimerais me rappeler le souvenir de vos caresses. J'aimerais me rappeler le souvenir de vos tendresses. Mais toujours dans ma cour, dans ma cour. Ce sont des moineaux sans ailes qui viennent piailler autour de moi. Les traces de vos ongles cruels dans leurs flancs sanglants, je les vois. Ils viennent me rappeler le souvenir de vos caresses. Ils viennent me rappeler le souvenir de vos tendresses, de vos tendresses, vos tendresses, vos tendresses.
vos tendresses. Ce n'est qu'un radeau, ma belle, la vie que vous me proposez. Mais c'est un radeau de pierre, et vous savez qu'il va sombrer, savez qu'il va sombrer, savez qu'il va sombrer. Ce qui est original finalement dans la chanson moderne, si on en fait autre chose qu'un lucre immédiat, c'est justement ce grain dans la voix. Il y a une forme d'émotion, et c'est peut-être la seule chose d'intéressante et qui se rapproche vraiment de la poésie. Oui, vous avez commencé avec le grain de voix de Julien Clerc. Oui. Maintenant, vous étendez votre registre. Oui, mais je vais pas aller très loin, je veux dire. Ça, c'est important, c'est intéressant de dire. J'irai pas très loin. Parce que finalement, j'irai pas beaucoup plus loin. Ça maintenant. ne suffit pas, Julien Clerc? Ah non. Non, et c'est pas méchant par rapport à lui de dire ça. Tout ça est très narcissique. Je veux dire, il y a... Quand on écrit, je dis pas que j'écris sérieusement, mais je veux dire, je prends ça au sérieux. On se prolonge d'une certaine façon. Et Julien, c'est une forme, et c'est une excroissance un peu monstrueuse de ce que je pense. Et morte aussi, je veux dire. Et pourtant, disons physiquement, ça n'a rien à voir. Mais c'est pourtant des univers qui me sont chers. Il sait très très bien décrire mes fantasmes et il sait très très bien mettre en langage poétique peut-être mes rêveries nostalgiques de temps à autre. Alors comment travaillez-vous les deux? Bon, ben, c'est-à-dire que... Il vous apporte les textes tout faits? Oui. Et après ça, je les regarde, je me marre. La plupart du temps. Vous acceptez tout? Moi, je suis un inconditionnel de lui, oui. J'accepte tout, non seulement parce que je suis inconditionnel de lui, parce que je ne veux pas admettre que je ne peux pas faire quelque chose. Il pense à vous quand il écrit, spécialement? Ah, ça m'étonnerait. Je crois qu'Étienne Rodagil, comme tout artiste et comme tout poète, ne pense qu'à lui. Vous vous reconnaissiez qui comme père en poésie? C'est quelqu'un de malheureusement pas connu en français, parce que je crois qu'il n'a jamais trouvé enfin, je sais pas, peut-être que je dis une absurdité, parce que par mes connaissances des faits, c'est Espronceda, en espagnol, qui est un poète, un très grand poète, et qu'il faut ranger au stade des Baudelaire, et je veux dire, bon, alors ça c'est le père, c'est le vrai père, disons. Au niveau du choix des mots, et c'est un père non abusif, parce que justement il y a une transposition au niveau de la langue, et moi j'ai acquis ça en espagnol, et j'ai ressorti le truc, un peu un truc de ruminant, j'ai ressorti le truc en français. J'ai une obsession du plagiat, donc j'ai pas pris les mêmes sujets, mais j'ai gardé, et c'est en quoi c'est une paternité évidente, j'ai gardé la façon d'aborder les mots, c'est-à-dire l'impudicité, c'est-à-dire quand il faut dire gros, il faut dire gros. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se reculer derrière soit un réalisme, soit sombrer dans un symbolisme, soit s'enfermer, parce qu'on n'est pas mal armé qui veut, soit s'enfermer dans une obscurité. Donc c'est ça le vrai père. Puis ensuite il y a Rimbaud bien sûr, il y a surtout Baudelaire, je crois, au niveau de la technique. Mais je ne vois pas qui écrit, depuis que Baudelaire a écrit, je ne vois pas qui a écrit une seule ligne de poésie sans que Baudelaire en soit le papa, absolument. Mais s'il vivait, il serait dans les jukebox? Sûrement, il serait sûrement dans les bordels, sûrement dans les jukebox. Et Vous pensez qu'il écrirait pour Julien Clerc ou pour un autre? Ah, je l'espère, je dirais. Ah oui. Je crois qu'il écrirait pour lui, je dis. Je sors de ces endroits avec l'âme chagrine.
alors... et puis, je continue. Et puis, finalement, quand j'arrive, je dis, c'est choix... Le vieux Blake, il dise quelque chose. Le vieux Blake, il dise, mais je disais, mais ce serait pas moi qui va le dire. Et on a essayé de trouver les petites chœurs de pucelles. Mais comme il y a des lois en France qui disent que les petites filles ne peuvent pas chanter certains textes. Voilà. Donc, on a trouvé les filles qui, je ne crois pas qu'elles sont pucelles, mais en tous les cas, sont majeures. Et elles ont chanté les chœurs comme ça, on voit de petites filles. Les pierres de la loi font les murs des prisons, les bordels sont bâtis des briques de la religion, etc., etc. Et voilà. C'est donc lui qui impose le thème, le genre, et vous suivez. Ah non, non, non. Il impose son texte. Oui. Le genre, c'est moi qui ai choisi. Oui. En fonction de Blake. En fonction de Blake uniquement. Mais par exemple, dans le souffleur de verre, avec le vélodrome d'hiver, parce qu'avec Étienne, on ne sait jamais. Par exemple, il neige sur le lac Majeur. Figurez-vous qu'un an et demi après, j'ai découvert que la neige sur le lac Majeur n'était pas du tout la neige, mais c'était un feu d'artifice que Bakounine a offert à sa femme après qu'il a piqué tout le blé des 4e international. Il s'est tiré sur le lac Majeur et il a tout dépensé pour un feu d'artifice géant pour sa femme, enfin après Étienne. Et c'est ça la neige sur le lac Majeur. Alors moi... J'aurais pu... Et pourtant, même en étant ignorant de tout ça, au lieu de mettre des mandolines dans cette chanson, qui est quand même très bel canto italien, j'ai mis des balalaïques. Je ne sais pas même pas pourquoi. Ah oui, non, mais c'est vrai. Je ne sais même pas pourquoi. Oh, peut-être même plus fort que ça. Enfin... je me souviens, j'ai fait une émission de radio où j'ai chanté Écoute ce que je vais te dire en été, c'était en plein air, et quand je disais Écoute ce que je vais te dire, regarde bien ta mère vieillir. Chantez donc un petit peu là. Écoute ce que je vais. Écoute ce que je vais te dire. D'ailleurs, je peux pas chanter parce que le premier frein est parlé. Regarde bien ton père vieillir, tout enfui dans ses habitudes, habillé de ses certitudes. Il ne croit plus en l'avenir. D'ailleurs, c'est quoi l'avenir? C'est un beau jour te voir partir. Il a peur de l'avenir. Écoute. Enfin, en tous les cas, quand j'ai chanté ça, il y avait une petite dans le public qui me disait « Oh, c'est pas vrai du tout, hein, mon père, il n'est pas du tout comme ça. » Donc, c'était pas une chanson très commerciale, mais soi-disant, c'était une chanson beaucoup plus évidente que la plupart du temps, enfin, les textes d'Étienne pour moi. Il y a un texte qui peut être là, mais vous voyez, c'est-à-dire que bon, quand il écrit des chansons soi-disant pour moi, il les écrit pour lui, comme je dis. Mais cette chanson, peut-être, je crois peut-être, il a fait un petit effort. C'est imperméable anglais qui me faisait rassembler un ambassadeur pas frais d'un pays presque oublié. Enfin, l'imperméable anglais est peut-être la chanson... Qu'il vous a dédiée. Peut-être, je sais pas, on ne sait pas, parce que, par exemple, quand on écoute Je sais que c'est elle de Julien, vous connaissez? Oui, bien sûr. Je l'ai dit un soir, t'as écrit pas pour ta femme.
On dit, oh, mais mon vieux, tu sais très très bien que moi je crie dans l'abstrait, c'est toujours dans l'abstrait, il n'y a jamais de... Bon, ben alors, donc, comme Étienne dévoile jamais quoi que ce soit, on ne saurait jamais. Vous ne vous contentez pas de travailler dans votre chambre, vous participez à la fabrication des choses. Enfin, disons, j'accompagne la fabrication des choses. Parce que, excepté l'écriture, j'y connais pas grand-chose. J'y connais même rien. Mais je crois qu'il y a une notion de responsabilité à partir d'un certain moment. Je veux dire, c'est une question d'activité. Soit on se condamne à devenir un parolier professionnel. Et alors à ce moment-là, vous répondez à votre téléphone et on vous téléphone. Je ne donne pas de nom, mais bon, tous les directeurs artistiques de Paris vous téléphonent. Quand vous avez un petit nom qui commence à marcher, tout le monde vous demande des chansons. Et de toute façon, tout le monde vous demande des chansons. Il faut bien tenir compte du fait que tout ce brave monde se réserve au début le droit de les refuser. Oui, il faut bien comprendre cette chose-là. À votre place. Aussi, parfois, quand vous êtes petit, souvent. Quand vous devenez plus gros, l'inverse se produit. N'importe quel bégaiement épouvantable et incompréhensible venant de vous va devenir quelque chose de sûrement intéressant, en tous les cas de monnayable. Et bon. Qu'est-ce qui fait quand vous écrivez un texte que c'est pour Julien, c'est pour M. Marouani ou c'est pour Mort Schumann? Ah ben ça, pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Je ne m'assois jamais en disant je vais écrire. C'est un fait acquis. Mais par contre, quand j'écris, je sais pour qui j'écris. Je veux dire, je sens... J'entends la voix, voilà. On en revient toujours au truc, c'est pas la peine de tourner autour du... J'entends la voix qui chante, parce que, bon, je me chante à moi-même une musique qui n'a bien évidemment rien à voir avec la musique que font les musiciens derrière. Mais je veux dire, c'est une petite musique intérieure et qui, finalement, est le style. Et je veux dire, Julien est aussi responsable du texte que moi. Et Mort, ça s'est fait un peu pareil. Et Didier, c'est le début. Alors il faut dire que ça a très vite pris, mais c'est parce qu'on se connaît depuis longtemps, je le connais depuis longtemps. On aurait pu faire ça il y a déjà 1 an et demi, 2 ans. Et là, j'avais senti que et il n'était pas prêt. Et moi non plus, j'étais pas prêt parce que, il est très jeune, je dirais. Et je crois que de toute façon, plus le temps passera, plus il faudra dire des choses pas vraies, mais agressives. Parce que les choses vraies, ça n'existe pas. Je veux dire, les choses vraies sont des conditions sociales, économiques, machin. Mais par contre, des choses méchantes. C'est-à-dire, il faudra passer aux aveux. Si tu m'avais vraiment aimé, malgré le désordre des rues, malgré les guerriers presque nus, et tout le forum est perdu. Si tu m'avais vraiment aimé, malgré les enfants étouffés, malgré la haine de gladiateurs qui barraient la rue du bonheur. Si tu m'avais vraiment aimé, malgré les caprices du vent qui emportaient sur la cité les poussières sales empoisonnées. Si tu m'avais vraiment aimé, malgré l'effondrement des rues, malgré la foule et la cohue, malgré les ballots superflus. Si tu m'avais vraiment aimé, malgré le vent et l'incendie, malgré la fin de la vie, malgré la fin de ce pays. Si tu m'avais vraiment aimé, malgré la mort et la fumée, tu serais venu me trouver, me dire que rien n'avait changé, que toute la ville était debout, que le Vésuve était calmé, et qu'on disait dans le pays rien de nouveau à Pompéi, rien de nouveau à Pompéi, rien de nouveau à Pompéi. Vous ne pensez pas que les écrivains dits traditionnels doivent vous envier? Oui, mais ça, je l'entends dire, oui. Mais ils me méprisent en même temps, alors ça les console. Ça les console. Bien sûr, ils sont la plupart d'entre eux voudraient
voudrais parvenir à cette audience, je veux dire, mais en même temps, vous connaissez leurs termes, concession, prostitution, descente à la masse. Vous savez que le phénomène d'écrire est un phénomène élitaire, vous savez tout ça. Et on ne saurait se mélanger avec n'importe qui en parlant de n'importe quoi, n'importe comment. Et faire chanter les gens, c'est quand même un peu vulgaire. Et finalement, c'est ce petit côté vulgaire que j'aime bien. S'il n'y avait pas la chanson, vous resteriez ami de Rhoda Gilles? Je ne peux pas répondre à ça. Pour être très honnête, parce qu'on ne s'est jamais connu qu'avec ça. Vous voyez? C'est-à-dire que je pense qu'on a une énorme... Maintenant, oui, je pense qu'on restera amis obligatoirement, parce que... Maintenant, il y a 8 ans. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si ça aurait été un de mes amis si on n'avait pas fait ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre, je crois. Je ne sais pas si je lui aurais parlé, je ne sais pas s'il m'aurait parlé, je ne sais pas si j'avais intérêt, si je l'aurais intéressé, je veux dire. J'étais pas vraiment le genre de gars avec qui il causait, je le voyais bien, je veux dire, j'étais pas... Moi. Mais maintenant, je veux dire, oui, il y a beaucoup de choses en commun, malgré tout. Il vous a fait découvrir les choses. Il vous a apporté. Ah, sûrement, énormément. Ouais. Énormément, ouais. Moi, je dis toujours que sa poésie, je m'en nourris, je veux dire, à tous les sens du terme. Elle vous est indispensable maintenant. Ah oui, oui. Les enfants ont soufflé dans les fifs de guerre. Ils ont soufflé si fort que la tempête a tremblé. Caché près de Versailles, où était son repère, ils ont soufflé si fort que la bête a tremblé. Merci, Noah. Dis donc, tu m'as dit que tu aimais bien Cris, tambour et masque de guerre. Oui. Tu peux me raconter l'histoire que ça raconte? Non. De quoi ça parle? Du plus profond de la terre retentissent des cris de guerre. Debout sur leurs étriers, tous les aigles noirs vont charger de toutes ces tribus guerrières. De la première à la dernière, nul ne m'arrachera de toi, par la ruse ou par le combat. Cris, tambour et masque de guerre envahissent toute la terre. Tant que tu seras dans mes bras, ça n'existe pas, cette chanson? Non. Où tu crois qu'il trouve ces choses, ton papa? Dans sa tête? Oui. Sur les montagnes et dans les plaines de toute la terre américaine, nous promènerons notre amour du premier jusqu'au dernier jour. De toutes ces tribus guerrières, tu es la princesse héritière. Nul ne t'arrachera de moi, par la ruse ou par le combat. Cris, tambour et masque de guerre envahissent toute la terre. Tant que tu seras dans mes bras, je ne tremblerai pas pour toi. Si on chantait